Évolution historique de la monnaie, chapitre 2. Donc, après avoir étudié dans un premier chapitre définition et fonction de la monnaie, on va essayer de voir maintenant comment a évolué la monnaie à travers l'évolution des sociétés humaines. Lorsqu'on parle de l'évolution historique de la monnaie, c'est montrer comment a évolué la forme de la monnaie à travers l'évolution des sociétés humaines. De fait, la monnaie a connu plusieurs formes et on désigne généralement trois grandes formes. Premièrement, la monnaie marchandise, la monnaie métallique et enfin la monnaie papier. Pour la monnaie marchandise, c'est-à-dire que la monnaie a pris la forme d'une marchandise et ce dans les sociétés les plus antiques. C'était la première période de la phase monétaire. C'était la phase où l'homme a su faire jouer à un produit particulier le rôle d'échange. Je dis bien un produit particulier, c'est-à-dire encore qui présente une certaine utilité. Cette utilité peut être à caractère alimentaire, comme par exemple le sel ou les épices ou le blé ou d'autres utilités parce qu'on a utilisé même bien sûr le bétail, c'est-à-dire certains animaux comme le chat, le chameau, etc. En général, on utilise un produit qui présente une certaine utilité pour l'homme dans la société et qu'on l'on utilise comme une monnaie permettant l'échange entre les agents économiques. C'est la raison pour laquelle on parle bien sûr de la monnaie marchandise. Mais il faut attendre la deuxième phase, celle utilisant bien sûr les métaux comme moyen d'échange, car la monnaie était surtout à caractère métallique. D'où la deuxième phase monétaire. Donc, c'est la phase de la monnaie métallique. Dans cette phase, on utilisait bien sûr le fer, le cuivre, l'argent ou l'or. Mais on a utilisé essentiellement l'or et l'argent parce que ces deux métaux présentent des caractéristiques très spécifiques, c'est-à-dire des métaux qui sont précieux. C'est pour cela qu'on les a choisis comme un moyen d'échange plus développé et qui correspond à une phase plus développée de l'échange. C'était donc une phase de développement de ce qu'on appelle les rapports marchands. De fait, les agents économiques écoulent la production sur le marché pour s'assurer un gain, c'est-à-dire un profit, et non uniquement pour s'assurer leur subsistance comme c'était dans la phase de troc ou la phase de la monnaie marchandise. Et plus l'échange se développe dans la société, plus se développe la forme de la monnaie, car comme nous allons le voir par la suite, la forme métallique va se développer en la forme de la monnaie papier, comme nous allons le voir plus tard. Revenons à la monnaie métallique. Nous avons cité l'or et l'argent parce qu'en plus de leur caractère précieux, ces deux métaux présentent des qualités spécifiques ou les qualités spécifiques suivantes. Premièrement, le caractère précieux parce que ce sont des métaux qui sont rares et ayant une grande valeur et acceptés par tout le monde. Deuxièmement, homogénéité, c'est-à-dire que l'or et l'argent présentent les mêmes composantes, les mêmes caractéristiques dans n'importe quel lieu où on pourrait les trouver. Troisièmement, inaltérabilité, c'est-à-dire que ce sont des métaux qui sont inaltérables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les modifier. Et enfin, indestructibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les détruire. L'utilisation de la monnaie métallique a connu trois systèmes monétaires. Premièrement, un système dit monométalliste, c'est-à-dire circulation d'un seul métal. Le mono veut dire tout simplement un. Par exemple, uniquement l'or comme moyen d'échange. Ou dans un système, ou par exemple un système bimétalliste, c'est-à-dire où il y avait circulation de deux types de métaux, à savoir par exemple l'or et l'argent ou l'argent et le cuivre. Troisième système, c'est ce qu'on appelle le système trimétalliste, c'est-à-dire un système monétaire où il y avait circulation
de trois types de métaux, à savoir l'or, l'argent et le cuivre, comme c'était bien sûr de l'Égypte au XIVe et XVe siècle. En Égypte, bien sûr, à cette époque, on a constaté la circulation de trois types de monnaies. Il y avait eu, bien sûr, la circulation de l'or sous l'appellation dinar, la monnaie d'argent, à savoir dirham, monnaie de cuivre, ou ce qu'on appelle fils ou flous. Mais avec la circulation de ces trois types de monnaies ou de métaux précieux, bien sûr, on a assisté bien sûr à une crise monétaire, c'est-à-dire la disparition de l'or au profit du cuivre, la disparition de l'or et même de l'argent au profit du cuivre. C'est ce qui a donné lieu bien sûr à un désordre monétaire. Et ce constat a été soulevé bien sûr par Al-Makrizi, l'Égyptien Ahmed Al-Makrizi, pour le cas égyptien et pour le cas bien sûr occidental par l'économiste Thomas Grisham et qui a exprimé cela par la mauvaise monnaie chasse la bonne et on aura bien sûr à étudier ça dans le cadre de la matière histoire de la pensée économique. Donc, d'une manière générale, là où il y avait circulation de deux ou trois types de métaux, bien sûr, on respectait ce qu'on appelle la parité fixe, c'est-à-dire établir un rapport légal fixe entre les différents métaux. Comme c'était le cas de la France en 1803, le bimétallisme était instauré dans ce pays à cette date, suivant une loi qui proclame que l'utilisation de l'or et l'argent comme monnaie et une quantité d'or vaut 15,5 fois une quantité égale d'argent. Il faut donc distinguer entre la parité fixe et la parité non fixe qui concerne les devises car la valeur de celle-ci est changeante sur le marché financier. On parle donc de la parité fixe des métaux utilisés comme moyen d'échange pour les raisons suivantes. Premièrement, parce que les métaux ne sont pas d'égale valeur. On a l'or, bien sûr, plus valorisé que l'argent et l'argent plus valorisé que le cuivre. Deuxièmement, c'est pour diviser l'unité de compte par les pièces d'argent ou de cuivre qui servent de moyen pour les petites transactions. C'est le cas de ce qu'on appelle maintenant la monnaie divisionnaire, comme par exemple les pièces de 20 centimes, 50 centimes, 1 dirham, 2 dirhams, 5 dirhams ou 10 dirhams. La division de l'unité de compte a été le produit de ce qu'on appelle le système de frappe. Ce système a été adopté pour résoudre le problème des métaux précieux utilisés sous la forme brute. Donc, on doit dire que les métaux précieux étaient utilisés en tant que moyen d'échange à deux niveaux. Premièrement, au niveau de la forme brute, par la suite, au niveau de la frappe. Ainsi, dans une première phase, l'or et l'argent étaient utilisés comme moyen d'échange sous forme de lingots, c'est-à-dire sous forme de matière première, c'est-à-dire le métal dans sa forme, utilisé dans sa forme brute. Or, cela a posé un problème de pesage, c'est-à-dire que pour chaque transaction, il faut déterminer le poids et le titre du lingot. C'est pour cela qu'on était obligé de passer à ce qu'on appelle le système de frappe. De même, dans le système de frappe, il faut distinguer entre deux grandes phases ou deux systèmes de frappe. Il y a d'une part ce qu'on appelle le système de frappe libre et deuxièmement le système de frappe légal. Le système de frappe libre, c'est-à-dire possibilité pour chacun de demander la transformation en pièces de métal qu'il possède, comme c'était la période du 8e, 6e siècle avant Jésus-Christ dans un pays comme la Grèce. Deuxièmement, le système de frappe légale. Dans ce système, seul l'État qui a le privilège de frapper les pièces métalliques. C'est la raison pour laquelle on parle de frappe légale. Et donc, c'est l'État qui fixe une valeur, c'est-à-dire lui donner un cours légal. C'était la période, par exemple, du 6e et 8e siècle chrétien. Donc le système de frappe légale, c'est un système qui assure la circulation de la monnaie sans aucun souci, car les pièces métalliques sont garanties par l'État.
on dit que la monnaie a un cours légal, c'est-à-dire garanti par la loi, et a un pouvoir libératoire, c'est-à-dire que la monnaie permet à un débiteur de se libérer de sa dette vis-à-vis d'un fournisseur. Et là, donc, on dit aussi qu'il a un pouvoir libératoire illimité. Et cela signifie que chacun est tenu d'accepter la monnaie pour tout paiement. Troisième forme de monnaie, c'est la monnaie papier. Comme son nom l'indique, c'est en quelque sorte un simple papier émis par les banques justifiant la mise en dépôt du métal précieux par les agents économiques. C'est-à-dire en contrepartie des dépôts en métal précieux, les banques délivrent des certificats de dépôt. C'est-à-dire encore, vous déposez des métaux précieux dans une banque et la banque vous donne en contrepartie un certificat qu'on appelle tout simplement certificat de dépôt. Les certificats de dépôt avaient au départ les caractéristiques suivantes. Nominatif, c'est-à-dire il porte le nom de son propriétaire. Constitue une sorte de dépôt à vue, donc au même titre que n'importe quel métal précieux déposé à la banque, vous le déposez à une banque et en contrepartie, vous recevez bien sûr ce qu'on appelle ce certificat de dépôt. Troisièmement, il porte une valeur égale à la somme d'espèces métalliques déposées. Par la suite, ces certificats vont être utilisés par endossement et portent donc le nom des billets de banque endossables, c'est-à-dire on écrit au dos des billets reçus de la banque à l'ordre de porteur, c'est-à-dire celui qui porte ce billet. Là, vous avez le compte de la banque dans lequel on présente bien sûr qu'il y a des dépôts de métal précieux enregistrés à l'actif et en parallèle, vous avez bien sûr les certificats de dépôt qui sont équivalents à la même valeur. Le passage de la fonction de dépôt à la fonction de crédit par les banques. Comment se fait ce passage? Les banques ayant un stock d'or vont chercher à profiter de cette occasion pour réaliser un revenu en prêtant de la monnaie aux agents économiques. C'est la raison pour laquelle on parle du passage de la fonction bancaire de dépôt à une autre fonction, celle de crédit. C'est-à-dire les banques vont chercher à rentabiliser ces fonds dont elles disposent en accordant des crédits. Mais les banques vont distribuer plus de billets ou de récépissés à l'occasion des crédits qui dépassent la valeur des dépôts en métal précieux, l'or. C'est-à-dire que les billets distribués par les banques ne couvrent pas tout le volume d'or déposé. Donc, comme on peut le constater, il y a bien sûr deux types de billets en circulation. Il y a les billets qui sont émis contre l'or et il y a des billets qui sont en excédent. La partie des billets en excédent, c'est la partie des billets qui n'est pas couverte par le stock d'or déposé par la banque. C'est la raison pour laquelle on parle des billets émis contre l'or et des billets qui sont en excédent, c'est-à-dire qu'ils excèdent la valeur de métaux précieux déposés à la banque. Donc, on aura la circulation des billets couvrant le stock d'or en banque et des billets non couvrant ce stock et pourtant, cette dernière partie de billets comme instrument de paiement est acceptée par le public. Et parce que ces billets gagnent la confiance du public, on les appelle monnaie fiduciaire. Fiduciaire, c'est-à-dire qui vient du mot fiducia et qui veut dire confiance. La première fois où on a utilisé cette, si vous voulez, méthode, c'était en Suède en 1656 par la Banque de Stockholm. Mais le problème se pose quand les banques se trouvent en un moment incapables de rembourser tous les agents détenteurs de ces billets.
C'est ce qui a entraîné la faillite de nombreuses banques et a donné lieu à la réglementation de la monnaie fiduciaire pour pouvoir stabiliser les prix. D'où seul l'État aura le monopole d'émission de cette monnaie, comme c'était le cas de l'Angleterre en 1844, le cas de la France en 1848 et le cas américain en 1913. Enfin, une autre variable de la monnaie papier est la monnaie scripturale, ou ce qu'on appelle monnaie de banque. J'ai de la monnaie, je le dépose à la banque et en contrepartie, celle-ci me donne un écrit qui constitue une reconnaissance de dette de la banque. C'est pourquoi on l'appelle monnaie d'écriture ou monnaie scripturale. Ça vient du mot scriptum qui veut dire tout simplement écriture. Les caractéristiques de cette monnaie, c'est qu'elle donne droit au paiement en monnaie légale sur simple présentation. De même qu'il est transférable d'un compte à un autre ou d'un agent économique à un autre agent. Cette monnaie, bien sûr, est transférable ou peut être circulable à travers trois types d'instruments qui sont, premièrement, le chèque, ordre de virement ou carte de crédit. Fin de la séance, je vous remercie et à bientôt.